Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu ce mardi un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Kais Saied, qu'il a félicité à l'occasion de l'installation du nouveau gouvernement tunisien. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a été reçu ce mardi par le président de la République de Serbie. Saïd Cengliha s'est entretenu également avec le chef d'état-major des forces armées serbes avant de visiter la 10e édition de l'exposition internationale de l'armement Partner 2021. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu ce mardi le doyen des juges palestiniens et conseiller du président palestinien aux affaires religieuses et aux relations islamiques, Mahmoud Saddiq Al-Habbash, reçu également par d'autres hauts cadres de la nation. Et puis la rencontre nationale sur l'investissement agricole, présidée ce mardi par le ministre de l'Agriculture. C'est un rendez-vous qui a réuni les professionnels du secteur avec en toile de fond une stratégie pour mettre fin à l'anarchie. Pour en parler, je reçois ce soir Madame Touami Mira Shahira. Vous êtes la directrice de l'organisation et de la planification foncière et de la mise en valeur. On y reviendra tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donc reçu ce mardi un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Kais Saied, qu'il a félicité d'abord à l'occasion de l'installation du nouveau gouvernement tunisien. Le renforcement de la coopération bilatérale dans les différents domaines a été au centre, plutôt sera au centre de la visite prévue par le président de la République en Tunisie. Le général de corps d'armée Saïd Cengliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu ce mardi par le président de la République de Serbie, Aleksandar Vučić, à qui il a remis une lettre manuscrite du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, en lui transmettant ses salutations à lui personnellement, ainsi qu'au peuple serbe, amis, ont été présents à cette audience qui intervient au deuxième jour de la visite officielle du général de corps d'armée, l'ambassadeur de l'Algérie à Belgrade, la délégation militaire de la partie algérienne et le ministre de la Défense, le chef d'état-major des forces armées serbes, l'ambassadeur de la Serbie à Alger et le président directeur général de la société Jugoimport pour la partie serbe. Et puis à cette occasion, le général de corps d'armée a évoqué les relations de coopération algéro-serbe qui remontent aux années 50 du siècle dernier, soit durant l'époque de la glorieuse révolution de libération nationale. Il a souligné que cet héritage s'est consolidé après l'indépendance à la faveur des échanges multiformes et de la coopération diplomatique étroite, notamment dans le cadre du mouvement des pays non alignés, qui comptait entre autres leaders les défunts présidents Juan Epomedienne et Josip Broz Tito, qui avaient œuvré sincèrement à relever les défis de cette importante époque historique. Toujours en Serbie, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est entretenu avec son homologue, le chef d'état-major des forces serbes, le général d'armée Milan Mojsilović, en présence de la délégation militaire algérienne et des cadres supérieurs de l'armée serbe. Les entretiens ont porté essentiellement sur les différents domaines de partenariat et de coopération militaire entre les armées de l'Algérie et de la Serbie. Le général de corps d'armée a assisté aussi ce matin à la cérémonie d'ouverture officielle de la 10e édition de l'exposition internationale de l'armement Partner 2021. Cette cérémonie a été présidée par Aleksandar Vučić, le président de la République de Serbie. Et voilà donc cette cérémonie qui s'est déroulée juste avant donc l'entame de ce salon et cette exposition consacrée à l'armement. Et après la cérémonie d'ouverture, le général de corps d'armée, Saïd Cengliha, a visité avec la délégation qui l'accompagne les stands
de l'exposition où il s'est enquis de près des différents armements et systèmes d'armes modernes exposés. Dans ce cadre, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a reçu des explications exhaustives et a assisté à des exposés présentés par les représentants des sociétés productrices. Dans l'actualité aussi, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu aujourd'hui le doyen des juges palestiniens et conseiller du président palestinien aux affaires religieuses et aux relations islamiques, Mahmoud Sedqi El-Habash. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les relations bilatérales et l'échange de points de vue sur les derniers développements de la cause palestinienne. La rencontre a permis aussi au président du Conseil de la Nation de réaffirmer que la constance des positions de principe de l'Algérie à l'égard de la lutte des peuples contre le colonialisme émane de son idéologie révolutionnaire, libératrice et de ses principes fidèles au nationalisme arabe qui ne peuvent faire l'objet de marchandage. Le président de l'Assemblée populaire nationale, et avant cela donc, avant cette seconde audience, je vous invite à écouter la déclaration de l'invité palestinien qui a donc fait cette déclaration au sortir de cette audience. L'Algérie a été de tout temps aux côtés de la Palestine et elle le restera toujours. Nous nous trouvons actuellement au niveau du Conseil de la Nation, où nous avons exposé la situation prévalente en Palestine et les difficultés auxquelles font face les Palestiniens qui luttent contre l'occupant israélien. Une lutte continue des Palestiniens pour recouvrer l'indépendance et la liberté et édifier l'État palestinien indépendant. Nous attendons de nos frères arabes et musulmans qu'ils soutiennent la cause palestinienne, qu'ils protègent le droit palestinien et qu'ils confirment la fraternité et l'amitié de la nation arabo-musulmane avec la Palestine. Voilà donc, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu à son tour le doyen des juges palestiniens et conseiller du président palestinien aux affaires religieuses et aux relations islamiques, Mahmoud Sedqi El-Habash. Les deux parties ont évoqué différents domaines de coopération qui lient l'Algérie à la Palestine. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, a reçu à son tour le doyen des juges palestiniens, conseiller au président palestinien chargé des affaires religieuses et islamiques. Les deux parties ont insisté lors de cette rencontre sur l'importance du développement des relations bilatérales, notamment dans les domaines juridiques et judiciaires, en s'inspirant des relations historiques qui lient les deux pays et leurs deux peuples frères. Et puis enfin, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmadi, a également reçu l'invité palestinien. Donc, il avait relevé l'importance de passer d'une coopération bilatérale à un partenariat. Donc, cette audience qui a eu lieu donc tout à l'heure également à la faveur de la visite de ce responsable palestinien. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, a présenté devant la Commission des affaires juridiques administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale un exposé sur des projets de loi apportant approbation de 6 ordonnances relatives notamment à la loi organique sur le régime électoral, aux procédures pénales, au code pénal également, et à la protection des informations et des documents administratifs. Venons-en au dossier de cette édition. Il est consacré à l'agriculture avec cette rencontre nationale sur l'investissement agricole qui a été présidée ce mardi par le ministre de l'Agriculture. C'est un rendez-vous qui a réuni les professionnels du secteur avec en toile de fond cette stratégie qui sera mise en place pour mettre fin à une anarchie dans l'utilisation du foncier agricole notamment. On voit cela dans cette couverture signée Saïd Mayouf. Le développement du secteur agricole est plus que jamais une nécessité absolue afin de parvenir à une sécurité alimentaire dans le pays. Pour ce faire, de grandes avancées ont été franchies ces dernières années. Ne manquera pas de mettre en avant le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani.
Cette importante rencontre, pour rappel, fait suite au séminaire tenu au mois d'avril dernier, durant lequel nous avons abordé les principales préoccupations de la promotion de l'investissement agricole structurant, ainsi que l'agriculture et les cultures de transformation. De ce séminaire ont découlé une série de recommandations, en particulier le foncier agricole, l'irrigation, ainsi que le renforcement structurel de l'agroalimentaire, le recours à la numérisation des structures et la mécanisation. Devant un parterre d'investisseurs potentiels, de confédérations patronales et de Wali, des attributions d'attestation d'éligibilité ont été remises à des investisseurs agricoles pour promouvoir leurs projets. La problématique de l'agriculture ou de l'investissement en Algérie, ça a toujours été le foncier agricole. Nous avons, grâce à l'ODAS et à la plateforme numérique, nous avons eu 3000 hectares à Al-Menea, qui est une zone fertile, une zone d'abord vierge, que nous pourrons élaborer et concrétiser notre projet, qui est un projet de l'agro-industrie. Sur 3000 hectares, qui va être investi sur 3 ans. Et pendant les 3 années, nous allons créer 1000 emplois directs et je pense à 6 000, 7 000 emplois indirects. L'année passée, nous avons fait 1 million de quintaux de blé dur et tendre l'année passée. Donc cette année, Inch'Allah, nous avons aussi un objectif. Donc nous avons 463 000 à peu près hectares de périmètre agricole entre la wilaya de Timimoun et la wilaya d'Adrar. Donc nous, on va accompagner le ministère de l'Agriculture, particulièrement l'ODAS, pour lever toutes les contraintes. L'ODAS, l'Office de développement de l'agriculture saharienne, a donné des résultats à travers la numérisation, à travers le digital. On a nos membres qui ont bénéficié de plusieurs parcelles de terrain, plusieurs membres, et ça a été fait sans se déplacer à une administration quelconque. Ils ont fait leur demande à travers la plateforme de l'ODAS, qui a été traitée d'une manière totalement transparente. Pour parvenir à un investissement agricole attractif et durable, beaucoup de facilitations ont été accordées aux investisseurs, telle la plateforme Audace qui met fin à la bureaucratie et permet ainsi aux investisseurs de se lancer dans des projets créateurs de postes d'emploi et générateurs de richesses, notamment dans la filière industrielle, le but étant réduire la lourde facture des importations. Voilà pour ce constat, et pour en parler, je reçois ce soir Madame Touamimira Chahira. Vous êtes la directrice de l'organisation et de la planification foncière et de la mise en valeur. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler justement de l'agriculture, qui est un segment stratégique. Le président de la République l'a répété à plusieurs reprises dans ses sorties médiatiques. La rencontre d'aujourd'hui, vous y étiez d'ailleurs tout à l'heure, aborde une question importante, c'est l'investissement de l'agriculture et qui passe forcément par l'exploitation de ce foncier qui fait parler beaucoup de lui en ce moment. Vous en avez la charge au niveau du ministère. Quelle est la nouvelle approche que vous adoptez en ce moment ? Donc, je vous remercie. Merci pour l'invitation. Donc, aujourd'hui, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a eu à présider une rencontre qui a regroupé des membres du gouvernement, certains Wali, les représentants des organisations patronales, des investisseurs qui ont bien bénéficié du nouveau dispositif d'accès au foncier. C'était une excellente expérience pour partager leur expérience, leur utilisation et le fonctionnement et être témoin sur la rapidité, l'efficacité, la transparence de ce nouveau dispositif que le ministère de l'Agriculture... Quand vous dites la transparence, il faut expliquer. C'est une nouvelle démarche, la transparence dans l'octroi de... Allez-y. J'y arrive. Donc, le ministère de l'Agriculture a mis en place un nouveau dispositif d'accès au foncier. Oui. C'est un dispositif sous forme de guichet unique. C'est l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne. Alors, c'est un office entièrement indépendant des administrations, contrairement à ce qui se faisait avant. Donc, l'investisseur a une seule adresse. C'est une plateforme numérique, il dépose son dossier, il y a un comité d'experts, un comité technique
composé de techniciens dans le domaine agricole. L'Office fait appel à certains spécialistes dans ce domaine, notamment pour les filières stratégiques, les nouvelles filières à introduire en Algérie, je cite la betterave sucrière, les oléagineuses. Donc, suite à cela, le dossier est examiné en un temps record. La moyenne est d'un mois. Oui. Un mois. Est un mois en moyenne. Oui. Avant, c'était 2 à 3 années. Oui. Donc on imagine un peu la rapidité de traitement des dossiers, et ce qui facilite grandement le travail des agriculteurs, mais aussi le vôtre. C'est la rapidité, la transparence, l'égalité des chances et le temps record. En plus de tout ça, il y a l'efficacité de traitement des dossiers, parce que le dossier est traité par des experts et des spécialistes dans l'agriculture, chacun dans son domaine. Cet office est doté également d'un guichet unique qui est composé des représentants des administrations concernées par l'acte d'investissement. Donc, je cite à titre d'exemple les directions chargées des ressources en eau, des domaines, du cadastre, etc. Tous sont réunis sur le même guichet. C'est le même chapeau, oui. Même adresse. C'est pour éviter les déplacements des investisseurs entre les administrations. C'était ça l'entrave avant. Nous avons essayé d'éliminer toutes les entraves, tous les problèmes que les investisseurs ont vécu. Est-ce qu'il y a une réactivité rapide? Je veux dire, est-ce qu'il y a des investisseurs qui viennent vers vous? Cette démarche plaît aux gens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis investisseur, je veux investir dans l'agriculture. C'est une démarche qui séduit aujourd'hui? Donc, c'est l'objectif de cette rencontre. Cette rencontre est la deuxième suite à celle que nous avons tenue au mois d'avril, juste après le lancement effectif de la plateforme numérique. Vous avez fait un bilan? Effectivement, c'était aujourd'hui le bilan. Aujourd'hui, c'était l'évaluation de l'état de la mise en œuvre de cette plateforme. Nous avons présenté le nombre de dossiers reçus, le nombre de dossiers qui a été accepté, les investisseurs qui ont été installés sur terrain. Au nombre de combien, madame? Le nombre aujourd'hui, nous sommes à 241 dossiers reçus. À travers le territoire. Examinés. Oui. Nous avons examiné favorablement 76 dossiers exactement. Qui remplissent les conditions, Qui remplissent les conditions. Quand on dit conditions, c'est des conditions techniques, des conditions financières et des conditions qui s'inscrivent dans la démarche tracée par le ministère de l'Agriculture conformément à la feuille de route mise en place. C'est bien pour répondre à des cultures stratégiques, pour assurer l'autosuffisance alimentaire, pour réduire les importations et en substitution. Est-ce qu'aujourd'hui l'État est capable aujourd'hui de désigner les territoires pour mieux exploiter les territoires agricoles, les terres agricoles par exemple, quand on veut diriger une agriculture dans certaines régions du pays et pas d'autres, pour qu'il y ait moins d'anarchie? Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans cette position de contrôle. Oui, effectivement, ça c'était le deuxième point que nous avons traité lors de cette rencontre. Aujourd'hui, le premier point, c'est la cartographie. La cartographie des périmètres, des sites attribués. L'investisseur aujourd'hui, avant de déposer son dossier, il a une plateforme numérique qui est géoréférencée. Il accède, il choisit son périmètre, il peut aller sur site, il peut visiter avant même de déposer son dossier. C'est ça la transparence que nous voulons généraliser. Le deuxième point, c'est la cartographie des pôles de production. Alors, le ministère de l'Agriculture et conformément à la feuille de route qui est mise en place, nous avons procédé à l'identification des zones de prédilection. Donc, chaque zone doit être spécialisée dans une culture donnée. Et ça n'existait pas avant? Ça n'existait pas avant, ça c'est nouveau. Donc, nous aurons dans le futur très proche des zones qui sont spécialisées dans la production du blé tendre, du blé dur notamment, qui est le défi à relever durant cette campagne, c'est l'augmentation des rendements, de la production et de la productivité du blé dur, de blé dur notamment. Du blé dur en particulier. Donc cette cartographie des pôles de production agricole nous a défini les zones de développement de l'arboriculture rustique. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture est sur la base des dispositifs de soutien que nous avons mis en place. Nous allons encourager l'adhésion des agriculteurs dans une démarche de conversion de la production céréalière, notamment dans les zones là où les rendements sont très faibles. Aujourd'hui, il faut le dire que nous avons des zones là où la production céréalière est de 7 quintaux, 8 quintaux à l'hectare. Ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable. Donc il faut optimiser. Exactement. Oui. Aujourd'hui, il faut aller il faut s'inscrire dans une démarche purement économique. Pour cela,
celui qui fait du 7 quinto vaut mieux se convertir vers l'arboriculture rustique. Oui. Notamment, quand on dit rustique, c'est qu'elle n'exige pas beaucoup de conditions édaphiques ou hydriques ou un entretien régulier. Très important. Alors, le temps, c'est très intéressant ce que vous nous dites parce que c'est un domaine qui est bien sûr stratégique mais qui représente tellement, qui est tellement important pour notre sécurité alimentaire. Je rappelle, Madame Touami Mela Chahila, vous êtes directrice de l'organisation de la planification foncière et de la mise en valeur. Vous avez été notre invitée ce soir. Merci beaucoup pour toutes ces explications et bon courage pour ce travail qui est très fastidieux et qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'attention. On vous souhaite bon courage dans votre mission. C'est moi. Alors, on revient justement et on reste plutôt dans ce même domaine qui est le domaine forestier cette fois pour vous parler de ces derniers incendies qui ont, rappelez-vous, ravagé une grande partie du patrimoine forestier dans la wilaya de Taraf. Alors, l'heure à présent est aux travaux de nettoiement. Alors, le nettoiement en prévision bien sûr de la campagne de reboisement devant débuter fin de ce mois d'octobre. Reportage Saïda Mayouf. En matière de sylviculture, l'heure est aux travaux de nettoiement dans la forêt domaniale de Berrihan, commune de Ben Mihdi. Un patrimoine forestier de 200 hectares constitué majoritairement de pins maritimes ravagés totalement par les incendies en mois d'août dernier. Pour notre wilaya, nous avons destiné ce programme pour les forêts, bien sûr, de pins maritimes et des eucalyptus. C'est spécifique pour les deux espèces. Nous avons programmé dans ce programme, qui est un programme d'urgence, un volume de 464 hectares. Avec 18 bonhommes comme ouvriers, plus 2 ouvriers à l'aide d'une tronçonneuse. À l'aide de cette tronçonneuse, on coupe les arbres qui ont été incendiés. D'autres espèces forestières ont été presque totalement consumées par les flammes à travers la wilaya de Taraf. Nous avons la forêt de Chêne-Liège, dont leur superficie 1400 hectares brûlés totalement. Nous avons aussi la forêt des eucalyptus avec une superficie de 248 hectares brûlés. En plus, la forêt de pins maritimes avec une superficie de 200 hectares brûlés totalement. La forêt de la wilaya de Taraf présente une superficie supérieure à 90 000 hectares, donc représentée essentiellement par une forêt ou bien une immense forêt de chêne-liège. Donc la forêt de la wilaya de Taraf représente une superficie plus de 62% de la wilaya. Durant la période d'embrasement des forêts l'été dernier, une ceinture de sécurité constituée par les gardes forestiers s'est avérée plus que nécessaire afin de protéger la station électrique alimentant la région environnante. Dans cette zone, exactement dans la forêt de Hnaya, et exactement dans la station électrique de Dial Drouch, la conservation des forêts a réquisitionné 2 bulldozers qui vont créer une bande ou bien une ceinture pour protéger cette station. Les travaux sylvicoles post-incendie, tels la coupe des arbres morts ou encore le dégagement des sols, se poursuivent à un rythme accéléré afin de préparer le terrain à la campagne de reboisement devant débuter la fin du mois d'octobre en cours. Un spectacle de toute désolation qui s'offre au regard, mais grâce aux efforts consentis des forestiers sur le terrain, les travaux de nettoiement post-incendie ont débuté, le but étant réhabiliter la forêt et lui redonner son vert de toujours. La rentrée universitaire pour cette année est marquée par l'ouverture pour la première fois de 2 écoles nationales supérieures des mathématiques et de l'intelligence artificielle, industrielle plutôt, devant assurer une formation d'élite répondant aux normes universelles dans 2 disciplines à l'importance cruciale éprouvée par le développement technologique et économique du pays. Nesri Ben Saidi. Voici la première promotion de l'École nationale supérieure des mathématiques et l'École nationale de l'intelligence artificielle. D'une capacité d'accueil de 200 étudiants chacune, ce technopole sera un instrument essentiel pour la formation d'élite capable de fournir une plus-value à l'économie nationale. J'ai été acceptée à l'école supérieure de l'intelligence artificielle avec une moyenne de 17,97 au baccalauréat. Nous avons été très bien accueillis.
Nous avons été très bien accueillis, cette école est vraiment comme je l'avais imaginé. L'ouverture de ces deux grandes écoles a été marquée par plusieurs débats et conférences sur les mathématiques et l'intelligence artificielle, ainsi que par des expositions sur les dernières créations intelligentes. Nous visons à créer des relations de partenariat avec plusieurs opérateurs économiques depuis la première année pour que l'étudiant soit en contact permanent avec le développement technologique et économique du pays. Nous avons pu décrocher plusieurs relations de partenariat aujourd'hui. Nous avons accepté 200 étudiants au sein de l'École nationale de l'intelligence artificielle, bien sûr, qui ont obtenu des moyennes excellentes au baccalauréat. Nous allons former une élite à travers cette formation. Un accompagnement étranger ambitionne aussi de faire de ces deux écoles des pôles d'excellence de classe mondiale avec un enseignement qui répond aux normes et aux standards internationaux. Notre objectif est celui de former un groupe de chercheurs dirigé par l'université Notre-Dame qui se trouve à Indiana. Le but à travers ce projet est de former un réseau de chercheurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait mis l'accent sur l'impératif de trouver les mécanismes juridiques pour encadrer les diplômés de ces écoles et lutter contre le phénomène de fuite des cerveaux et de conduire l'Algérie vers une formation poussée dans le domaine des sciences. Alors, il s'agit bien sûr de l'École nationale de l'intelligence artificielle, comme je l'annonçais tout à l'heure. Le ministère des Transports a annoncé aujourd'hui la reprise de l'activité de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs à raison de 2 voyages par semaine à destination de l'Espagne à partir du 21 octobre courant et de la France à partir du 1er novembre prochain. Cette reprise intervient en application de la décision du président de la République dans le cadre des démarches du gouvernement visant à faciliter l'opération de déplacement des citoyens vers les différentes destinations internationales. Le procureur de la République près le pôle pénal financier et économique du tribunal de Sidi Mohamed a requis ce mardi une peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars contre l'ancien ministre de la Poste et des Télécommunications, Iman Houda Fal'oun, et l'ancien directeur général d'Algérie Télécom, Taïeb Kebbel, pour corruption, dilapidation de deniers publics, octroi d'indus avantages et abus de fonction. Le procureur de la République a également requis 6 ans de prison contre l'accusé Brani Sid Ahmed, président de la commission des marchés d'Algérie Télécom, et 4 ans de prison contre le reste des accusés. Le procureur a par ailleurs requis une amende de 5 millions de dinars contre les sociétés Huawei et ZTE avec la confiscation du solde des comptes bancaires et postaux et de tous les biens saisis sur ordre du juge d'instruction du tribunal, toujours de Sidi Mohamed. Le peuple sahraoui célèbre ce mardi le 46e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sur fond de reprise de la lutte armée après la violation par le Maroc du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Nesne Ben Saïdi. 46 ans après la proclamation de l'unité nationale, les Sahraouis demeurent attachés à leur droit à l'autodétermination au moment où ce processus reste dans l'impasse. Le 12 octobre 1975, jour mémorable où tous les participants, y compris les notables Sahraouis qui formaient l'Assemblée générale créée par l'Espagne, ont proclamé leur adhésion au Front Polisario, désormais seul et unique représentant légitime du peuple sahraoui. La commémoration de la proclamation de l'unité nationale sahraoui intervient cette année dans un contexte marqué par la reprise des hostilités suite à la rupture brutale du cessez-le-feu par les forces d'occupation marocaines dans la zone démilitarisée de Gargarat le 13 novembre 2020 en violation des accords militaires signés par les deux parties, le Front Polisario et le Maroc. L'envoyé personnel pour le Sahara occidental, De Mistura, nommé suite à la démission de l'Allemand Horst Köhler, a appelé à faciliter un processus de paix vigoureux et limité dans le temps. L'histoire retiendra que De Mistura a réussi avec le secrétaire général de l'ONU à mettre le train de la légalité internationale au Sahara occidental sur les rails. De Mistura qui tente à fixer une date pour un référendum ou élaborer un plan pratique pour mettre fin
aux manœuvres et tergiversations ayant entravé les efforts de l'ONU en matière de décolonisation du Sahara occidental. L'Algérie, qui a toujours soutenu la juste cause du peuple sahraoui à travers sa politique étrangère fondée sur le droit des peuples à l'autodétermination, n'a pas manqué de réagir au verdict du tribunal de l'Union européenne à la récente victoire remportée sur le plan diplomatique après l'annulation par le tribunal de l'Union européenne de 2 accords sur la pêche et l'agriculture liant le Maroc à l'Union européenne et étendus au territoire sahraoui. Sachez que le représentant du Front Polisario et coordinateur avec la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum du Sahara occidental, Sidi Mohamed Omar, a examiné avec le représentant spécial du secrétaire général onusien pour le Sahara occidental, le chef de la MINURSO, Alexander Ivanko, les développements de la situation au Sahara occidental. Et puis on termine avec le sport. Juste avant ce journal, vous avez suivi le match Algérie-Niger avec la victoire des Verts. La sélection nationale s'est largement imposée cet après-midi à Niamey, 4-0 devant le Niger pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe, plutôt du Mondial 2022. Mahrez Mandi, Ben Nasser et Bounedjah ont été les buteurs. Donc les Verts conservent ainsi leur place de leader du groupe A avec 10 points en compagnie du Burkina Faso. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvez Amina Zahouf demain à 12h. Je vous donne rendez-vous le soir à 19h.